on va traiter de ce concept de rente. C'est un concept auquel je suis très attaché. J'ai travaillé là-dessus et j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Voilà. Donc, voilà quel sera globalement le plan de mon intervention. Donc, tout d'abord, je parlerai du concept de rente, puis on fera un retour vers l'histoire pour parler de la rente liée à la terre. Mais il y a toujours une rente qui est liée à la terre à l'heure actuelle, hein, c'était évident. Je parlerai ensuite de la rente et du marché, puisque la rente est forcément révélée par le marché. Ensuite, je vous parlerai d'une école qui a marqué, très marquante, de néolibérale, qui s'appelle l'école des choix publics, du public choice, et qui a énormément traité de la rente. Et elle a eu un impact très très important sur l'opinion publique, sur les politiques, et cette école a permis d'instrumentaliser la privatisation, voilà, entre autres. Donc je traiterai des privatisations, et ensuite un dernier point sur le néolibéralisme qui autorise, qui permet, qui justifie une redistribution de la rente. Voilà, voilà à peu près le plan de mon intervention. Donc d'abord, je vais parler du concept de rente. Qu'est-ce que la rente? Évidemment, on en parle beaucoup. Hein, il y avait à l'époque la rente perpétuelle, enfin, etc. Alors j'ai simplement pris une définition du Larousse. Vous voyez le site signalé en source. Donc pour le concept de rente, selon Larousse, ce serait un revenu périodique non obtenu par le travail. Donc déjà, hein, qui est détaché du travail, contrepartie du droit du propriétaire. Donc là, on a la propriété. La propriété est très très importante hein, à ce niveau-là. Un droit du propriétaire d'user de sa terre, c'est-à-dire la terre qui dégage une rente foncière, provenant d'une ressource rare. Donc la rente peut provenir d'une ressource rare, c'est-à-dire hein, une ressource pour laquelle l'offre est inélastique à la demande. Elle ne peut pas répondre à la demande. Hein. La demande est très supérieure à l'offre, comme c'est le cas par exemple pour la rente pétrolière, où hein, je reviendrai un petit peu là-dessus. Également, le Larousse nous dit c'est un supplément de rémunération qui, par suite des circonstances, d'une conjoncture particulière, etc., s'ajoute à la rémunération normale. La rémunération normale, c'est difficile, oui, à expliquer, hein, mais une rémunération normale d'un ou des facteurs de production, sachant que facteur de production, capital, travail. Ok? Bien, alors, rémunération normale, vous me direz, ça se discute, c'est vrai, hein, mais bon, voilà. Alors, quel sera l'objet, comme je l'ai dit, de la conférence? Donc, la rente économique, on parlera de la rente économique, est un profit additionnel. C'est-à-dire un surprofit, en quelque sorte, hein, ou un revenu additionnel qui excède le profit correspondant à un rendement normal sur le capital investi. Admettons que le rendement normal soit 5%, si on a un rendement de 20%, c'est sûr qu'on peut qualifier le différentiel de rente. Elle émane, donc cette rente émane d'une rareté naturelle, comme c'est le cas pour le pétrole, comme c'est le cas, on parle de culture de rente, café, cacao, etc. Hein, rareté naturelle, le diamant si vous voulez, hein, ou le plus souvent artificielle, c'est-à-dire créée. On crée cette rareté, hein, créée donc le plus souvent artificielle d'une ressources. Donc, vous voyez cette notion de rareté. Hein. Rareté, donc, elle concerne l'offre. Voilà. La rente est liée, donc, on l'a vu, à la propriété. Cette rente peut être foncière, elle peut être financière, elle peut être générée par une position dominante, j'y reviendrai, comme une position de monopole. Position dans laquelle on a un seul offreur qui est face à de multiples demandeurs.
Je reprendrai l'exemple après EDF à l'époque, France Télécom, etc. Ok, bien. Alors, cette conférence va tenter de montrer ce que le façonnage de la rente, hein, le façonnage, la création, si vous voulez, pour simplifier, de la rente, et sa distribution, notamment mis en lumière au XVIIIe siècle, je vous ai en dire deux mots, par David Ricardo, hein, sont malheureusement toujours au cœur du fonctionnement du système politico-économique. Voilà. Et que c'est encore présent à l'heure actuelle. Façonner la rente et distribuer, redistribuer la rente. Voilà. Donc, l'existence de la rente repose sur donc, des formes de propriété et de position dominante, comme je l'ai dit, de type monopolistique, qui permettent de créer une rareté. On crée la rareté. Hein. On assèche le marché, on assèche l'offre, on crée une rareté, hein, et cela permet d'imposer des prix plus élevés que ceux justifiés par leur coût de production et, disons, un profit normal. Voilà. Hein. Et cela grâce, ça c'est important, à des arrangements institutionnels. Arrangements institutionnels, c'est-à-dire des lois et des règlements. On va y revenir. Qui vote les lois? Qui établit les règlements? Ok. Et ce sont les lois et les règlements qui vont permettre, justement, de générer de la rente. Et éventuellement de la distribuer. Alors, tout d'abord, un peu d'histoire, la rente agricole. On parle bien sûr, hein, initialement, de cette rente agricole. Eh bien, l'exemple classique que l'on prend pour les étudiants à l'université, vous comprenez, c'est l'exemple classique des enclosures en Angleterre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à partir de 1760, le mouvement des enclosures permettent, les enclosures actes, permettent aux lords britanniques de s'approprier et de clôturer les champs. Voilà. Or, qu'est-ce qu'il y avait? Auparavant, c'était la propriété collective. Okay. L'open field et les champs étaient exploités par tous les paysans locaux qui profitaient ensemble des récoltes. Et donc ce mouvement des enclosures va, hein, on va clôturer. Et ça va, hein, certaines personnes vont s'approprier. Donc propriété, devenir propriété. Donc avec les enclosures et donc la propriété de la terre, l'économie de rente marque la fin du système féodal. Voilà. Pourquoi? Eh bien, on passe de la redevance qu'on payait au seigneur à la rente, et cela accompagne le remplacement de la domination guerrière de la part des seigneurs sur les communautés rurales par le pouvoir des propriétaires sur les exploitants. Donc, le propriétaire, hein, s'approprie en quelque sorte la rente agricole, il va mettre en fermage, il va mettre la terre, il va prendre des métayers, hein, pour, justement, hein, pour percevoir, hein, une dîme. Non, la dîme, c'était autre chose. Bien. Alors, en France, on a eu un petit peu le même phénomène. En France, les communs. Eh bien, en France, le démantèlement des communs a plutôt pris la forme, donc à partir de la Révolution, c'est la Révolution, qui était la Révolution démocratique, hein, a priori, elle a pris la forme d'un partage des communaux, qui s'est traduit par la mise à vente dans certaines régions de cette terre pour qu'elles deviennent des propriétés privées. Donc là, pareil, appropriation de la terre, d'un bien commun, appropriation privée. Dans les deux cas, France et Angleterre, l'enclosure prend la forme d'une inclusion forcée dans le marché de biens qui, auparavant, étaient protégés du marché. Ils étaient en dehors du marché. Et l'enclosure vise alors la marchandisation du bien. Voilà. On marchandise le bien. Donc ça, donc on a une appropriation privée de la terre. Et cette appropriation privée, elle est justifiée, comme le seront beaucoup de politiques néolibérales. Elle est justifiée, hein, par notamment un économiste français de l'époque, Jean-Baptiste C., hein, qui est connu
surtout pour ça. Pour le sucre. Non, c'est pas ça. Non, non, ça c'est non, c'est pas ça. Non, non, il est connu sur la loi de l'offre. Hein, Jean-Baptiste c'est toute offre crée sa propre demande. C'est-à-dire que vous produisez des bicyclettes et il suffit de les produire pour qu'en face se crée une demande. Et donc ça va justifier la politique de l'offre que l'on vit encore actuellement. Il faut privilégier l'offre, donc il faut faire privilégier les entreprises. Ok? Donc il faut faire des cadeaux aux entreprises, enfin, etc., pour que l'offre se développe, parce qu'en face, automatiquement, il y aura une demande qui se crée. Bon, ça, à vous de voir. Et qu'est-ce que nous dit Jean-Baptiste C., qui était un libéral, évidemment? Il nous dit que lorsque les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne, la terre ne produit que des bruyères et des forêts. Donc, si la terre est appropriée individuellement, elle va produire. Voilà. Oui. Avant de venir, j'ai entendu à la télé un économiste qui disait le problème, il parlait des cyclones là. Oui. Et le problème des océans, c'est qu'ils sont à tout le monde, donc personne ne s'en occupe. Et que voilà. s'ils étaient privés... Oui, oui, mais non, non, c'est pas faux, j'ai entendu moi aussi la même chose dans d'autres domaines, mais tu vois la base, c'est là, tout à fait. Donc il n'y a qu'à privatiser les océans, effectivement, tout à fait, pourquoi pas. Hein, voilà, alors, on va dire 2 mots de la rente agricole, ça expliquera beaucoup de choses. Alors, on distingue 2 types de rente agricole, la rente foncière absolue, qui est l'expression du pouvoir social des propriétaires en leur permettant de réaliser sous forme monétaire ou non, c'est-à-dire fermage ou métayage. Fermage, c'est sous forme monétaire, métayage, c'est sous forme de proportion de la production agricole. Alors, un revenu lié au seul fait de l'appropriation des terres. La terre m'appartient au pays. C'est à moi, au pays. Voilà. Ça, c'est la rente absolue. Et à côté de cette rente absolue, existe une rente foncière différentielle. Différentielle liée aux différences de fertilité ou de localisation des terres nécessaires à la satisfaction des besoins ou de la demande alimentaire. Et là, c'est l'analyse de David Ricardo. Voilà, David Ricardo, 1772-1823, 2 mots là-dessus. Voilà. Alors, je vous explique. 2 mots sur la rente différentielle. C'est une rente agricole. Mais la rente au niveau immobilier, ça va être la même chose à l'heure actuelle. Ok? C'est pour ça que je me suis permis de vous donner ce tableau. Alors, on va distinguer 3 périodes. 1, 2, 3. Catégorie de terre, des plus fertiles ou moins fertiles. Rendement à l'hectare, des quintaux, si vous voulez, peu importe, des unités, 40, 30, 20. Ok? Donc, les terres les plus fertiles, ce sont celles qui sont près de la Garonne, qui reçoivent les alluvions, etc. Et les terres 3, ce sont celles qui sont tout à fait au sommet des Pyrénées. Ok, voilà. Bon, au cours de la première période, alors, on considère, hypothèse, que la demande va augmenter pour le blé. Il s'agit de blé, disons, du blé va augmenter du fait de l'augmentation de la croissance démographique, etc. Au fil du temps, la population augmente. Donc, dans un premier temps, on a, pour couvrir la demande, on a simplement besoin de mettre en culture la catégorie de terres les plus fertiles, qui produit 40 € à productivité, 40 € à l'hectare, donc elles sont mises en exploitation. Okay. Deuxième temps, la demande augmente parce que la population augmente. Donc je complète, on met le premier type de terre en production. Donc Ricardo nous dit il n'y a pas de rente différentielle. Vous allez comprendre. Deuxième période, la demande augmente, on va être obligé de mettre en production les terres les moins fertiles,
qui produisent 30 quintaux à l'hectare. Ce qui fait que la mise en production de cette catégorie de terre, pour cette catégorie de terre, la rente différentielle est 0, mais la catégorie de terre qui produit 40 hectares, 40 moins 30, ça donne 10 de rente différentielle. OK? Et, troisième période, on met en production la catégorie de terre la moins fertile, donc rente différentielle 0, puisque production 20. La catégorie 2, 30 moins 20, ça fait 10. Et la catégorie 1, 40 moins 20, ça donne 20. Donc vous voyez le concept de rente différentielle. Voilà. Oui. Ça se concrétise comment cette rente différentielle? Eh bien, ça se concrétise sous forme monétaire. C'est pareil. Le propriétaire de la catégorie de terre numéro 1, il va avoir 40 hectares de rendement. Le propriétaire de la catégorie numéro 3 aura 0 hectare. Donc, le gain sera, il peut être exprimé en termes monétaires, il sera de 20 quintaux par rapport à l'autre. C'est comme si tu as un puits de pétrole en Arabie Saoudite dont le coût de production du baril est de 3 euros, et un puits de pétrole situé en mer du Nord où le coût d'extraction est de 20 euros. Donc le différentiel, c'est une rente, si tu veux, voilà, c'est ça. Et là, c'est pareil. C'est une rente différentielle. Donc, si vous avez un terrain, pour simplifier, centre Bordeaux, et un terrain situé dans l'Ariège, à Aix-les-Thermes, eh bien, vous allez avoir à Bordeaux une rente différentielle. OK? Là, c'est une rente liée à la localisation. Et là, c'est lié à la productivité. Et ça peut être lié à la localisation. Donc, c'est pour ça que... C'est joli avec ces termes, Bordeaux. Oui, je suis un peu ariégeois. C'est pour ça. Bon. Alors, que nous dit Ricardo? Ricardo nous dit « La valeur du blé est déterminée par la quantité de travail consacré à sa production sur la terre. » Donc pour lui, il y a la valeur de la chose, c'est la quantité de travail qui est incluse. Et où sa part de capital, donc, qui ne paie pas de rente. Voilà. Ça, c'est la valeur, qui est différente du prix. Du prix, et il nous dit, ce n'est pas parce que l'on paie une rente que le blé est cher. C'est parce que le blé est cher que l'on paie une rente. C'est le marché qui révèle, qui détermine la rente, le prix du marché. Et donc, le marché donne naissance à la rente. Voilà. Alors, que nous dit Ricardo? C'était 18e, quand même. Il nous dit que, pour lui, le revenu national est composé, la production nationale, la richesse, si vous voulez, produite dans une année, elle est composée de 3 éléments. La rente foncière, le capital, les profits, et le travail, les salaires. Et pour Ricardo, avec la croissance, la terre devient de plus en plus rare par rapport au capital et au travail. Il en résulte que son prix explose. Donc on a une bulle. Et à long terme, eh bien, la rente foncière absorbera 100% du revenu national. Voilà, c'est ce que nous dit Ricardo. Et on peut faire un parallèle avec la sphère financière, un petit peu à l'heure actuelle. C'est en train d'absorber beaucoup de choses. Donc vous voyez, c'est pour ça que je me suis permis de mettre ça. Bien, alors, on continue. Rareté, marché, propriété. Donc on peut dire que la rente émane d'une rareté naturelle ou construite, position dominante. La rente est révélée par le marché et elle résulte d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'offre ne peut pas satisfaire la demande, donc les prix augmentent. Et la rente est liée au droit de propriété.
Ok. Bon, droit de propriété, ça peut être une concession. On verra tout à l'heure. Alors, exemple de rente, les rentes foncières, agricoles, minières, pétrolières, gazières, hydriques, l'immobilier, les rentes financières, par exemple, la loi de 1973 a créé des rentes financières, n'est-ce pas, pour les banques. Vous voulez que je le rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, la loi de 3 janvier 1973, je crois que c'est le 3 janvier. Le 3 janvier 1973, Pompidou était président, Giscard, ministre des Finances, et le Premier ministre, Mesmer. Voilà. Très il y a longtemps. Et cette loi stipule que, auparavant, lorsque l'État avait besoin d'argent pour investir, pour payer ses fonctionnaires, il empruntait directement à la Banque de France, qui éventuellement faisait marcher la planche à billets, hein, et ceci sans intérêt, évidemment. Il remboursait tout. Voilà. Et cette loi de 73 prévoit que, maintenant, que dès lors, c'était terminé. Dès lors, il fallait que l'État emprunte aux banques. Privé. Privé, oui. Oui. Moyennant intérêt. Moyennant une rente. Une dîme, ce que vous voulez. Voilà. Et là, il y a eu création d'une rente. Hein, façonnage d'une rente de la part de l'État. Et qui dirige l'État? Bon. Les rentes financières, donc la spéculation, crée des rentes. L'argent sale, les rentes de situation dominante, monopole, oligopole, monopsone. J'y reviendrai. Voilà. Ok? Excusez-moi, je peux intervenir une seconde. Oui. J'ai oublié de préciser tout à l'heure quand même que le déséquilibre entre l'offre et la demande, il peut se créer aussi. Ah oui, non, non, mais je dis, ça peut être construit. Je suis d'accord, tout à fait. Il suffit d'assécher l'offre, hein, pour faire monter les prix. Hein. Ça s'est fait concernant les blés sous Louis XIV, Louis XVI, je ne sais plus. Et ça s'est toujours fait, ce genre de truc. Hein. Le pétrole. Oui, mais le pétrole, le cartel, l'OPEP à l'époque, comment ils ont fait, hein. Et ben voilà, construction. Mais ça, attendez, assez, je ne voudrais pas trop m'égarer, mais assez chez l'offre, il faut avoir quand même une position dominante sur le marché. L'OPEP a pu le faire en 1973 parce que l'OPEP contrôlait la majeure part de la production et de l'exportation du pétrole. Ok? Et si vous contrôlez 5% de la production de pétrole, c'est pas la peine d'essayer. Hein. Un cartel, il faut, une des conditions de sa réussite, c'est qu'il faut contrôler, hein, une majorité de l'offre et de la production et de Maintenant, de ça l'offre. se fait simplement au niveau de la spéculation financière. Ah oui, non mais... Ils achètent sur ordinateur, mais en fait, ils touchent à rien. Et après, ils revendent plus cher. Tout à fait. Pendant, ils ont asséché, quoi. Tout à fait. Bon, on continue, merci. Alors, le cas du monopole. Alors, j'ai dépassé la parole. Comment on va bien là. Voilà. Alors, le monopole. Je voulais dire deux mots. Le monopole est au sens strict une situation dans laquelle un offreur se trouve détenir une position d'exclusivité sur un bien ou un service offert à une multitude d'acheteurs. Donc, un offreur, une multitude d'acheteurs. C'était le cas d'EDF à l'époque, de France Télécom à l'époque. Monopole public. Je vais y revenir là-dessus parce que c'est important. Hein. Et donc, le monopoleur peut fixer un prix élevé qui dégage ce qu'on appelle une rente de monopole. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus au XIXe siècle, Cournot, un économiste français, etc., sur le monopole. Voilà. Et donc, vous avez une situation de monopole qui est une situation dominante. Mais, vous avez le duopole. Si vous avez deux offreurs, ils peuvent s'entendre, évidemment. Hein. Ça revient à peu près au même. L'oligopole, c'est quelques offreurs. Entente parmi les fournisseurs de télécom. Ça s'est fait. Ils se sont fait condamner un peu. Hein, un peu. Voilà. Donc, ils peuvent, dans ces cas, constituer un cartel comme le cartel du pétrole, de l'OPEP et Central. Voilà. Il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux non plus, parce que sinon, après, c'est la foire d'un peu. Voilà. Donc, vous avez le monopole et le monopsone. Deux mots sur le monopsone, c'est l'inverse. C'est lorsque vous avez le monopsone, c'est un monopole d'achat. C'est-à-dire un seul acheteur face à une multitude
de vendeur. Et là, il dicte sa loi. Pareil. Hein. Donc, il peut faire baisser les prix pour dégager de la rente. Hein. C'est la situation où il n'y a donc qu'un acheteur face à de multiples vendeurs, quelques acheteurs face à de nombreux vendeurs, oligopsoles. Ça peut être ça. Et c'est un peu le cas dans la grande distribution, non? Hein. Voilà. Et l'acheteur donc est en position de force et peut influer sur les prix à la baisse pour réaliser un surprofit, une rente. Et donc vous avez la même chose, l'oligopsone, c'est quelques acheteurs. Okay. Voilà. Donc, exemple d'oligopsone, de monopsone, c'était, j'en parle parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus à l'époque, la caisse de stabilisation en Côte d'Ivoire, hein, c'était donc un système mis en place par Fouet Money, système clientéliste fondé sur le prélèvement et la redistribution de la rente agricole, principalement issue du café et du cacao. Alors, il y avait la caisse de stabilisation, c'était le groupement d'achat, entre guillemets, public, étatique. Et tous les planteurs étaient obligés de vendre leur café et leur cacao à cette caisse de stabilisation à un prix, bon, je ne sais pas, c'était 1 euro le kilo de cacao, et la caisse se revendait sur les marchés internationaux à 4 euros le kilo. La différence, c'est la rente agricole. Voilà. Et la rente, elle était confisquée par l'État. Hein. Monopsone étatique, donc commercialisation des produits. Et donc, le différentiel de prix générait un volume de rente qui était énorme, sachant que Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, plus d'1 million de tonnes, vous voyez ce que ça peut faire comme argent. Bon, voilà. Alors, cette rente, elle était distribuée. Alors, évidemment, il y avait des règles non officielles de redistribution, qui était une redistribution évidemment clientéliste, qui était une redistribution qui visait la stabilité du pays. Hein, stabilité, parce que sinon, après, quand ils ont arrêté, on a vu ce que ça fait. Hein. Donc, voilà. Et donc, règles politiques, géographiques, et évidemment, le tout était noyauté par le parti unique, qui était le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui était un peu comme le Parti communiste. Il y en avait un représentant dans chaque village de la Brousse, et puis, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, alors, je voudrais dire quand même que, je ne sais pas si ça vient après, voilà. Donc l'immeuble, la caisse de stabilisation à Abidjan, grand immeuble, évidemment, et je vais revenir un peu en arrière pour vous dire que ceci, il ne faut pas croire que toute cette rente agricole, elle était destinée à la corruption. C'est pas vrai. Si, il y en avait, il y avait du coulage. Mais elle servait, en majorité, enfin une bonne partie servait à l'investissement, investissement public, investissement dans l'éducation. Je crois qu'à une époque, j'ai beaucoup travaillé sur la Côte d'Ivoire, mais je crois que 30% du budget était destiné à l'éducation. C'est fou. Hein. Mais, bon, voilà. Il y avait un peu de coulage, c'est sûr, mais à l'époque faste, où la rente était énorme, il y avait ce fameux effet de ruissellement qui faisait que la richesse ruisselait du fait des solidarités ethniques, de la famille élargie, elle ruisselait jusqu'au niveau les plus bas de la société. Ça, c'est vrai. Bon. Après, ça a changé, on va en parler. Bien. Donc, voilà pour le monopsone. Et pour revenir à la Côte d'Ivoire, c'était que la rente, elle était consommée dans le pays. Voilà. Et là, vous allez voir, ça nous concerne aussi après. Voilà. Bien, alors, le contrôle de l'offre et ou de la demande. On le voit bien. Hein, il faut contrôler l'offre ou la demande pour pouvoir dégager de la rente. Donc, contrôler l'offre ou la demande d'un bien ou d'un service permet de créer de la rente dont une partie plus ou moins importante sera distribuée. Pour l'école des choix publics, alors là, ça c'est important, j'ai tenu à le mettre. L'école des choix publics ou du public choice, puisque ce sont des Américains, ce contrôle nécessite l'intervention, contrôler la rente, l'intervention d'agents, créateurs et pourvoyeurs de rente.
et d'agents à la recherche de rente. Donc il y a des gens, des agents, comme on dit en économie, qui créent de la rente et qui la distribuent. Et il y a des agents qui sont à la recherche de rente. Des rent seekers, comme ils appellent. Voilà. OK? Et il y a le marché. Voilà ce qu'ils nous disent. Et vous allez voir, ça a marqué beaucoup les choses. Alors, voilà. Le patron de cette école du Public Choice c'est James Buchanan, il a eu le prix Nobel d'économie en 1986, et il publie avec Gordon Tullock en 1962 l'analyse du consentement, fondation logique de la démocratie constitutionnelle, qui sera l'ouvrage de référence d'un nouveau champ d'analyse, les choix publics. Voilà. Donc je vais vous en dire deux mots, parce que ça nous concerne fortement. Donc pouvoir public et rente. Donc les politiques publiques seraient l'objet d'un marché, selon cette école, sur lequel s'échangent des ressources entre ceux qui orientent l'action de l'État, okay, ceux qui façonnent la rente, n'est-ce pas, et ceux qui en attendent des bénéfices. Voilà, le marché. Et ça a beaucoup marqué. Ces bénéfices émanent de l'intervention de l'État, qui crée des rentes de situation en faveur des agents à la recherche de rente, ce qui nuit à l'efficacité économique et peut conduire à des crises. Voilà, c'est une analyse qui est très fouillée. Le mec, il a eu le prix Nobel d'économie. Il faut voir quelles vont être les implications de la chose. C'est ça qui est important. Donc, ils nous disent que Buchanan nous dit que l'État est instrumentalisé. La création et la distribution de la rente passent principalement par l'intervention de l'État, intervention directe, et ou par le biais de la loi. Qui vote les lois? L'État est instrumentalisé au profit des acteurs à la recherche de rente. On instrumentalise l'État. Cela entraîne une gestion publique hors norme, une gestion publique clientéliste, qui engendre souvent l'inefficacité économique, et cela se traduit en termes de croissance, faible niveau de l'emploi, chômage, faible investissement, etc. Voilà. Hein. Alors, ils ont construit des modèles économétriques là-dessus, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, quelle est la solution? Là, ça c'est... Quelle est la solution? La solution préconisée par ces néolibéraux, évidemment, c'est le recours au marché. Le recours au marché est le seul moyen de lutter contre les comportements de recherche et de distribution de rente. Pour faire simple, le moyen de lutter contre le clientélisme. Et par là même de rétablir, c'est ce qu'on nous raconte, l'efficacité économique, retrouver la croissance économique et lutter contre le chômage. Donc, place au marché. Cela implique la suppression des monopoles publics, okay, la privatisation des entreprises publiques et notamment de la caisse de stabilisation, hein, puisque j'ai parlé de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Hein. Et donc, en fait, si, pour faire ça, revenons sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, hein, l'État prélève la rente foncière. Si on supprime la caisse de stabilisation, les planteurs, ils vont pouvoir directement exporter sur les marchés internationaux. Et au lieu de toucher 1 euro le kilo, ils vont en avoir 4. Et, non, mais, laissez-moi aller jusqu'au bout. Hein, ce qui veut dire que, comme l'État ne va plus prélever cette rente, il ne pourra plus financer le clientélisme. Et donc, place au marché, terminé. Plus de corruption, plus rien. Nickel. Les paysans, alors je suis d'accord, on va lutter en plus contre la pauvreté, puisque les paysans, ils vont avoir directement 4 euros au lieu de 1, mais c'est fabuleux. Place au marché. Je caricature à peine. C'est ce qui a été dit. Hein. Et donc, cette logique comprend la fluidification
du marché du travail aussi, la réduction de la protection sociale, la réforme des retraites. Non mais oh, c'est vrai. Hein? Voilà. Donc, voilà globalement la logique présentée. Et essayez de vous rappeler. Et ce qu'on nous dit tous les jours, on nous rebat les oreilles avec ça. Alors, plus qu'une abstraction théorique, le public choice est un instrument tactique. Voilà. Ok. Un argument utilisé contre les monopoles. C'est tactique seulement. Tactique. Parce que ça ne touche pas la grande distribution. Pourquoi? Un argument utilisé contre les monopoles, l'interventionnisme et la régulation par l'État. C'est un instrument dirigé, une arme dirigée contre l'État. Voilà. Il faut le comprendre. Et puis, ça porte, c'est un argument qui a porté. Ce sont surtout les centres d'études et de réflexion, les think tanks. En France, vous avez l'Institut Montaigne. Vous n'avez jamais entendu la femme qui cause de l'Institut Montaigne, hein? Ah oui, ah, oui, c'est très bien. Qui a été créé par BBA. Un prolo. BBA. Hein? Voilà. Et donc ce sont ces centres d'études et de réflexion néolibéraux qui vont instrumentaliser cette théorie au service de leurs objectifs politiques. Voilà. C'est surtout ça. Et en fait, l'objectif c'est quoi? C'est prendre le pouvoir. Hein? Et donc, la vulgarisation de leur théorie dans les médias, sachant que Friedman avait une émission hebdomadaire sur une chaîne, je ne sais plus si c'était ici, etc. Parce que c'est bien d'établir des théories, tu le sais, d'aller dans les colloques où les trois pelins tendus, hein, où on dit oh, c'est bien ce que vous faites, alors votre modèle il est beau, mais sorti de là, on ne peut pas prendre le pouvoir avec ça. Donc il faut vulgariser, il faut utiliser les médias et avoir les moyens de le faire, bien sûr, avoir des sponsors. Donc, la vulgarisation des théories dans les médias complaisants permet aux néolibéraux de toucher l'opinion publique et assure la prise de pouvoir de leurs commanditaires. Ce n'est pas eux qui prennent le pouvoir, ce sont leurs commanditaires. Eux, ce sont que des pions. C'est-à-dire ceux qui ont financé l'ensemble du processus. Alors, la prise de pouvoir, elle va s'opérer à partir de la fin des années 70, 1979 exactement, si vous voulez savoir. Hein. Le déploiement d'une stratégie multidimensionnelle, le choix de coalitions dynamiques vont permettre d'imposer aux néolibéraux, d'imposer leur doctrine, et ça va être le cas avec l'élection de Thatcher et Reagan. Voilà. Oui, Pascal. Juste, je pense qu'avant Thatcher et Reagan... Oui, il y a eu le Chili. Voilà. Non, mais ça a été... Vous pouvez mettre le Chili en 73 déjà. 73, oui, mais ça a été le laboratoire. Comme la Grèce, chez nous, voilà. Et avec tous les moyens, parce qu'il y avait une dictature, ils sont tous Oui, oui. privatisés. Mais je suis d'accord. C'est jusqu'à maintenant, il y a des... Ah, mais tout à fait, mais je suis d'accord. 73, ça a été le laboratoire. Un autre petit détail, tu n'as pas été assez loin tout à l'heure quand tu parles de la privatisation des monopoles publics, parce que Mais je vais y ils revenir. vont aussi privatiser J'y reviens. tout ce qui est régalien. Oui. La santé, l'éducation... Ah mais tout à fait. La, Non, mais la sécurité... Pascal, j'y viens. Ah d'accord, d'accord. Une seconde, je vais y arriver. Donc, alors, Reagan. Ah, donc, le passage de la théorie à la pratique va se traduire par la mise en œuvre de politiques, évidemment, visant au premier chef à lutter contre l'inflation, c'est ce qu'on nous a raconté, hein, l'inflation, voilà, une politique désinflationniste, et la révision du partage de la valeur ajoutée et de la rente en faveur du capital. Voilà, c'est ça. Surtout ça. C'est ça. L'objectif, c'est ça. Une fois leurs objectifs atteints en or, les Chicago Boys vont s'intéresser aux pays du Sud. Hein. Il y a eu le laboratoire, on l'a dit, du Chili en 73, mais les programmes d'ajustement structurel, c'est après, bien après 1980 qu'ils vont débuter avec... sous l'égide du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Prendre le pouvoir, notamment pour privatiser. Voilà. Hein. La privatisation donc désigne le transfert au secteur privé d'activité, petite définition, d'actifs et de responsabilités relevant d'institutions et d'organisations
gouvernementale ou publique. La privatisation est assimilée à une libéralisation. Privatiser, c'est libérer les énergies, où les agents sont libérés des réglementations gouvernementales. C'est ce qu'on appelle la déréglementation. Hein. Et la privatisation est assimilée à une marchéisation par la création de nouveaux marchés pour remplacer les services publics, n'est-ce pas, ou des systèmes de répartition des ressources. Alors, quelles sont les raisons officielles de privatiser? Bon, quel est le catéchisme? Hein, c'est ça. Les raisons officielles qui poussent à privatiser sont multiples. Ce n'est pas une liste exhaustive, hein. Vous pourrez en parler tout à l'heure. Réduire le déficit budgétaire et l'endettement de l'État. Bon, on peut en parler, hein, ça aussi. Favoriser un fonctionnement efficace du marché, c'est-à-dire sans les monopoles, etc., qui entraînent des dysfonctionnements du marché. Opérer un changement majeur concernant notamment le rôle de l'État. L'État est trop présent, c'est vrai. Drainer l'épargne populaire vers les bourses de valeur mobilière, hein, en favorisant l'initiative privée. Hein. Remédier à la sous-capitalisation de certaines grandes entreprises publiques qui, l'État ne joue pas son rôle d'actionnaire. Voilà. Il y en a d'autres certainement, mais j'ai retenu celle-là. Alors, quelles sont les formes de privatisation? Eh bien, on en a plusieurs, évidemment. Déréglementation, transfert de compétences du secteur public vers le secteur privé, contrat, concession, transfert de propriété accordé par l'État à des entités privées pour exécuter des tâches bien précises, en vue d'introduire la concurrence dans le secteur public. Donc, c'est multiforme. Hein. Ça peut passer par des concessions d'autoroutes, ça peut... la délégation de service public. Oui, c'est ça. Hein. Donc, c'est multiforme. Alors, on va aller assez vite, mais parlons un peu de privatisation en France, si vous voulez. Elle a commencé cette privatisation vraiment à partir des années 80. Hein. Donc 86-88, ça c'est un article que j'ai pris quelque part. Hein. Je l'ai cité. Le gouvernement Chirac revient sur les nationalisations de 81-82 et lance plusieurs privatisations. 13 milliards d'euros. Il privatise Saint-Gobain, la CGE, Avance, TF1 et Suez, ainsi que les banques Paribas, BTP, BNP, CCF et les sociétés générales. Il cède la Compagnie Générale de Construction Téléphonique et la Mutuelle Générale Française. En 1988, c'est la privatisation partielle de Matra et la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit Agricole. Donc vous voyez, déjà c'est pas mal. 93-97, Balladur et Juppé lancent deuxième vague de privatisation sur l'équivalent de 26 milliards d'euros. C'est pas rien. Hein. L'État cède des participations au Crédit Local de France, BNP, Rhône Poulenc, Elf Aquitaine, UAP, AGF, la CETA, Usinor, Sacilor, Total, Renault, Bull et Péchinet. Pas mal. 97-2002, gouvernement Jospin. Il était bon, Jospin aussi. Gouvernement Jospin poursuit les privatisations et cède pour un total d'une trentaine de milliards d'euros. De part entreprise. Alors France Télécom, Thomson, Air France, Eramet, Banque CIC, Société Marseillaise de Crédit, Crédit Lyonnais. Assureurs GAN et CNP sont partiellement cédés. On sait. Avec l'aide des ministres communistes. Ah oui, ça, non, oui, si tu le dis. D'accord. 2004-2005, présidence Chirac. Raffarin, Villepin, procède à la privatisation de Stegma, fusionné, Sanef, voilà, Société d'autoroute, Sanef, etc., SAPRM, ASF, France Télécom, etc. Donc, vous voyez, c'est une constante. 2012-2016, présidence Hollande. Peu de privatisation sous Nicolas Sarkozy, marquée par la crise financière qui rend les cessions d'actifs peu rentables. Enfin,
quand Sarko était ministre des Finances, il a vendu 450 tonnes d'or. Hein? Hein? De la Banque de France. C'est pas qui, la Banque de France, c'est pas qui. Et pas cher en plus. Bon, alors, Hollande, vous voyez, privatisation, etc. Je vous laisse voir. Prédicat, ok. Privatisation aéroport de Nice, Lyon, etc. Cette cession des parts de l'État dans l'aéroport de Toulouse à un consortium chinois, etc. Entre 2013 et 2016, l'État cède à plusieurs reprises des parts de Safran, passant de 30 à 14% du capital. Donc on voit que la privatisation est un phénomène permanent. Voilà. Hein, depuis, allez, on peut dire, le début des années 80, après le retournement des nationalisations mitterrandiennes. Au moment de la rigueur de Mitterrand. Ouais. Bien, alors, le problème c'est que, on peut dire que la prise de pouvoir par les néolibéraux va marquer une nouvelle distribution de la rente. Voilà. C'est là hein, que ça va se passer. Sous prétexte de rétablir les mécanismes du marché, la concurrence, petit clin d'œil à l'Europe, libre et non faussée, pour libérer l'économie et retrouver la croissance économique et celle de l'emploi, le néolibéralisme, en fait, sous prétexte, hein, bien caché derrière, organise le passage du siphonnage public au siphonnage privé de la rente. Auparavant, le siphonnage, c'était l'État qui le faisait, et maintenant, hein, c'est le siphonnage est privé. Grâce à quoi? Au capitalisme de connivence, ou des copains, ce que les Anglais appellent crony capitalism, c'est capitalisme, et la démocratie du même nom, la démocratie de connivence. Parce qu'on a bien vu qu'ils sont de connivence quand même au niveau des privatisations. Alors voilà, je vous ai concocté un petit schéma hein, explicatif de la circulation de la rente. Alors, le façonnage et la distribution de la rente, elle est le fait du haut, de la case du haut, élu, État, haute administration. Qui vote les lois? Qui établit les règlements? Hein? Qui? Il faut bien le dire. Voilà. Et donc c'est eux qui procèdent à la création et à la distribution de la rente. Et cette rente, elle est distribuée à qui? À des agents qui sont à la recherche de rente. Hein? De nombreux agents sont à la recherche de rente. Très nombreux agents. Hein? Et donc, là, tiens, j'ai fait... Ouais, c'est client. Ah, ouais, c'est... Voilà. Hein, c'est marrant. On avait compris. Hein. Et donc, les agents à la recherche de rente, ce sont ceux qui... les clients qui accordent leur vote, ils sont à la recherche de rente. Ou qui font voter. Ou qui font voter. Et il y a ceux qui sont les commanditaires, qui sont à la fois sponsors et clients. Alors, les commanditaires, sponsors et clients, ce sont ceux qui sont sponsors parce qu'ils financent les campagnes électorales, notamment. Hein? Mais ils sont clients parce qu'ils attendent, par exemple, de la rente, des retours d'ascenseur au niveau hein, de la privatisation, par exemple. Okay? Bien. Et donc, à mon sens, la rupture, elle est ici, entre ceci et cela. Pendant les 30 glorieuses, on avait, à mon avis, une redistribution de la rente qui se faisait de façon importante vis-à-vis de la population, je dirais, des électeurs, je dirais, de la masse. Ok? C'est pour ça qu'on a eu des acquis sociaux, qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela. Oui. Et la rupture, elle se produit, la rupture néolibérale, c'est que cette priorité terminée. La priorité, elle passe ici.
C'est-à-dire que la rente, elle est siphonnée maintenant par le privé. Et ce qui est important de voir, c'est que lorsqu'il y avait prioritairement cette consommation de la rente, elle se faisait localement, sur le plan local. Okay. Et maintenant, là, les commanditaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils exportent la rente. Elle ne reste plus sur place. Elle n'est plus consommée sur place. Alors, privatisation et exportation de la rente. Voilà, pour moi, voilà, une différence profonde. C'est que l'État façonne et distribue la rente. Avant les années 80, une bonne part de la rente était octroyée à une population nombreuse, et notamment la classe moyenne. Hein, sachant que nombreux ouvriers appartenaient à la classe moyenne. Bien. Et cette rente, elle était consommée sur place. On produisait, on consommait ce qu'on produisait, notamment sur place. Et c'est vrai. Et depuis, l'État rebat les cartes, sous prétexte de l'efficience du marché et de réduction du périmètre de l'État, avec la privatisation, la rente échoua à d'autres agents qui l'exportent. Exportent cette rente vers où? Notamment vers les paradis fiscaux. Hein? Une récente étude, que j'ai pris ça de Marianne, montre que les ménages français disposent de 300 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. 300 milliards d'euros. Hein? La moitié, 140 milliards, qui équivaut à 7% de la richesse nationale produite dans l'année du PIB, appartient aux ultra-riches, les 0,01%. 140 milliards. Et évidemment, cela fait plusieurs dizaines de milliards d'euros de manque à gagner fiscal. Donc, si vous voulez, cette rente, elle est confisquée par une minorité et elle est exportée. Le parti s'est rentré ces derniers temps. Oui, enfin pas beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a 120 milliards, en fait, qui partent de l'économie réelle tous les ans, qui assèchent l'économie réelle. C'est ça le principal problème. Alors, je vous ai trouvé un petit graphique avec la part que possèdent les 0,01% dans divers pays. Alors, la part de la richesse, ici, qui est restée dans le pays, et la part qui est offshore, qui est à l'extérieur, dans les paradis fiscaux. Vous voyez, en Espagne, au Royaume-Uni, en Scandinavie, en France, on est pas mal quand même, aux USA et en Russie. Donc, vous voyez, hein, la part, ceci représente la part qui est située offshore, en dehors du pays. Voilà. Hein, la part détenue par les 0,01%. Et voilà. Vous avez un petit peu une idée des destinations du pognon. Et donc, je vais conclure là-dessus. Il y en a vachement chez nous, quand même. Sur la carte, il y en a vachement en Europe. Oui, il y en a pas loin, il y en a un nord. Il y en a un nord, c'est pas loin. Regarde, en Europe, il y en a un paquet, quand même. Ah oui, il y en a. Luxembourg, etc., Liechtenstein, Belgique, Luxembourg, oui. Et en plus, elle est juste à côté d'eux, ils n'ont pas loin pour aller les chercher. Et donc, je conclurai là-dessus, c'est que le néolibéralisme sert de prétexte à la confiscation de la rente par une minorité et à son exportation. Je crois que le problème majeur, c'est l'exportation. Le fait que ce phénomène engendre la paupérisation progressive du plus grand nombre ainsi que l'euthanasie de la classe moyenne, en route vers la tiers-mondialisation de la planète. Voilà. Terminé. Bon. Alors, si vous avez des commentaires, des questions, je vous passe, c'est moi qui fais tout, je vous passe le micro. Donc, je n'ai pas la prétention d'avoir été exhaustif, mais je voulais essayer d'amener une certaine réflexion sur
cette rente. Voilà. OK? Ah oui, c'est pour l'enregistrement. Qu'est-ce qui peut différencier ce que tu nous dis de l'analyse marxiste, d'après toi, par rapport à l'économie, par rapport au super profit? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Honnêtement, je ne suis pas un spécialiste Chez Ricardo, Ricardo n'était pas marxiste. Non, l'exposé, dans ton exposé, il y a une approche au niveau de répartition, les valeurs de biens, l'approche que j'ai expliquée tout à l'heure de Ricardo, c'est proche de celle de l'analyse marxiste, je pense. Je crois pas. Ah non, ils se sont fait sur la gueule. Je crois pas, ils se sont... Ils étaient en désaccord. Ils étaient en Non, désaccord. Marx c'est un peu inspiré de Ricardo, Oui. mais En le critiquant. oui, le critiquant. Ouais, ouais. Mais je ne suis pas un spécialiste de l'analyse marxiste, ça je dois le dire. Je peux pas, il aurait fallu que mon copain Zervato soit là pour répondre. Il y a un petit détail dont tu n'as pas parlé dans ton exposé, c'est que cette prise de la rente sur les populations, elle est facilitée par le fait que les personnes qui prennent effectivement cette rente, on ne peut pas les désigner puisqu'ils ont désigné une quantité d'intermédiaires au milieu. On parle des oligarques, on parle des banques, on parle du FMI, de l'OCDE, de tous ces machins. Et ce qui fait que c'est impossible de lutter contre ces gens-là aujourd'hui. Sauf bon, tu sais ce que je veux dire, sauf à reprendre à ce que les peuples reprennent leur souveraineté, quoi. Quoi, de la souveraineté. Non mais on parlera une autre fois. Je te remercie, mais là dans cet exposé, il y a quelque chose qu'il faut peut-être voir davantage, c'est seulement distinguer les moyens des fins. Alors on a souvent tendance à dire les super riches cherchent à s'enrichir. En réalité, ce qui apparaît comme la véritable finalité, c'est justement l'euthanasie de la classe moyenne. Pourquoi? Notamment en Europe, cette classe moyenne, qui est constituée par exemple de gens comme nous, c'est la classe dangereuse pour la plutocratie. Parce qu'à un moment donné, on disait, classe dangereuse, mais la classe dangereuse aujourd'hui, ce sont les classes moyennes européennes qui sont constituées de gens qui ont l'habitude d'aller dans la rue pour manifester, qui ont les moyens intellectuels d'analyser les situations et éventuellement de construire des alternatives et voire même de faire la révolution. Et là, effectivement, la plutocratie mondialiste, qui tient actuellement la finance à travers tout un ensemble d'organismes plus ou moins bizarres et obscurs et opaques, comme tu le dis, eh bien, cette plutocratie a l'intention d'installer partout la tiers-mondialisation, c'est-à-dire d'un côté, effectivement, une classe de bureaucrates réduite à 3 fois rien, 0,01% de bureaucrates plutocrates, et une masse d'esclaves qui, effectivement, entre la robotique, l'intelligence artificielle et les plateformes, eh bien, vont, dépourvus de tout droit, vivoter dans un espèce de marécage tiers-mondialiste. Et là, ce qui me paraît important, c'est de bien voir que dans cette démarche des plutocrates, il n'y a pas seulement, même à la limite, pas tellement l'idée de s'enrichir, parce que le gars qui a 10 milliards d'argent de poche, en avoir 11, ça ne va pas modifier fondamentalement sa vie. Par contre, derrière tout ça, il y a des philosophies, et ces philosophies, elles ont des implications politiques qui sont militaro-financières. Les États-Unis sont évidemment au cœur du dispositif. Et c'est à partir de cette domination militaire, notamment du Pentagone, à partir du dollar, qu'ils peuvent petit à petit siphonner la richesse pour l'amener pour construire des porte-avions, des bombes, etc. Et ce siphonnage de la richesse a pour objectif une domination planétaire. C'est sûr. Je voudrais répondre. Tu m'as parlé de Marx. Moi, je ne pense pas. Tu as fait aussi référence à la Révolution. Je ne pense pas que la Révolution soit la solution. Je ne pense pas qu'elle va se produire dans les décennies à venir, parce que
les esprits sont manipulés, parce que les gens sont ramollis par la consommation, etc. Oui, enfin, mais ça, c'est, je dis, c'est mon point de vue. Moi, j'étais dans la rue quand je me souviens, on a manifesté contre les retraites, et Sarkozy, à l'époque, disait qu'il ne voyait personne dans les rues. Bon, et ça fait quoi? Rien. Je pense que la solution n'est pas là. La solution, à mon sens, c'est une solution qui est peut-être un petit peu plus radicale et beaucoup moins violente. C'est-à-dire que si on veut changer le système, il faut l'abattre. Il faut complètement abattre le système. Je pense qu'on ne peut pas le réformer de l'intérieur, donc il faut l'abattre et essayer de trouver une solution. Comment abattre le système sans pour autant se faire embastiller? Comment on peut faire, hein? Vas-y, donne-nous ta solution. Oui, j'ai écrit là-dessus. Bon, j'ai écrit là-dessus et j'ai dit voilà, ça peut peut-être vous paraître, j'ai fait un papier là-dessus, ça peut pouvoir vous paraître un petit peu original, enfin je sais pas. À mon sens, pour abattre le système, premièrement, il fonctionne grâce au bénévolat. Hein? Gattaz apparaît, il faut des bénévoles. Plus de bénévolat, on paralyse. On paralyse le système. Boycott de toutes les élections, évidemment. Bénévolat, arrêtez le bénévolat. Arrêtez de financer. Arrêtez les dons. Je sais, c'est dur, donc je le dis. Hein. Et, in fine, utiliser la consommation pour abattre le système aussi. Hein. La consommation, l'arme du consommateur. Voilà. Et comment allez-vous faire embastiller si vous ne faites plus de bénévolat? On ne peut pas venir vous chercher. Si vous ne vous donnez plus, on ne peut pas vous dire quoi que ce soit. Si vous ne participez plus aux élections, on ne peut rien vous dire. Et si vous, évidemment, on ne fait pas la publicité comme ça, c'est quelque chose qui doit, hein, pour les types de consommation, il y en a certaines, c'est interdit hein, d'en parler. Mais voilà, donc là, à mon sens, on peut abattre le système. Et les gens qui ont besoin, c'est vrai que le bénévolat, c'est important. Eh bien, ces gens-là, ils peuvent très bien, au niveau local, discuter et construire quelque chose de nouveau. Peut-être établir des cahiers de doléances, etc. Et réfléchir à ce qu'on peut faire. Par contre, la violence, il nous attend. Je pense qu'on est attendu et c'est pas fini. Donc là, moi, j'ai beaucoup réfléchi, voilà, peut-être c'est idiot ce que je raconte, mais voilà, c'est mon point de vue. Voilà. Attends. Peut-être il ne faut pas dire qu'il faut abattre le système, mais plutôt le remodeler, voilà, et s'ingénier à trouver voilà, des modèles, des alternatives, parce qu'on ne peut pas le confronter directement. Il est si puissant, il est dangereux, parce qu'il peut recourir à tous les moyens pour casser la personne. Donc il faut être plus intelligent et ne pas parler de casser le système, mais de le remodeler. Pour la rente, elle est partout, elle est omniprésente. Donc moi, à des moments, je pense qu'elle fait partie, c'est pas du système, mais elle relève de l'économie, de l'échange, de tout, dans les deux cas. J'ai constaté que dans toutes vos conférences, vous avez fait allusion à la rente, et on en parle pour tout ce qui est privatisation, délégation de services publics, les autoroutes, là ces derniers temps, voilà, la sécurité, c'est pas la santé et tout. Donc voilà, on ne peut pas l'irradier à mon sens. Non. Elle est là, elle est présente. Il faut se faire minimiser peut-être les dégâts, mais juste ça. Oui, mais on peut l'utiliser différemment peut-être. Et pour ce qui est de se confronter au système, moi je parle simplement de l'assécher. Assécher. Hein?
niveau des racines. S'il n'y a plus de quoi alimenter les racines, comment on fait? Moi, je voulais juste faire deux petites réflexions par rapport à ce que, justement, à ce que tu préconises. Tu dis, non, la violence, ils nous attendent. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être violent pour qu'ils nous attendent. Hein. Quand tu vois les GAFA, là, à quel point ils coupent les comptes Facebook, les boîtes mail de tous les gens qui ne sont pas dans la ligne du système, ça veut dire qu'on est vraiment en dictature et qu'on va y aller de plus en plus. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que ce que tu proposes au niveau de la consommation, ça ne pourra se faire que par les gens aisés. Parce que les gens qui ont 450 € par mois pour vivre, ils ne vont pas aller au marché du Capucin. Ils vont aller à Lidl ou à l'Enterprise. Et donc, eux, ils ne pourront pas sécher le système. Donc, il faut peut-être trouver d'autres solutions en plus de ça. Et la solution, effectivement, moi je pense que elle doit passer par une prise de conscience politique des gens, de la population. Parce que ça, c'est un combat qu'ils ont vraiment réussi, ça. 40 ans de télévision, ils ont gagné le combat idéologique. Et donc c'est ce combat-là qu'il faut qu'on leur remène aujourd'hui au travers de l'éducation populaire, ce que tu fais, et à essayer de réunir des gens, de les faire se parler, c'est ce que tu disais un petit peu aussi, et pour qu'on aille faire une prise de conscience de la population. Voilà. Bon, merci tout d'abord pour l'exposé. C'est vrai que j'aurais aimé entendre un néolibéral. Alors, je ne sais pas s'il y en a un dans la salle. Non, je ne crois pas. Bon, c'est dommage. Et bon, j'étais venu il y a 2 ans et c'est pareil, je suis déçu qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes ce soir. Pas beaucoup d'étudiants. C'est la reprise. Il y a toi déjà. Après, bon, c'est vrai, effectivement, abattre le système, c'est un peu... Enfin, pour moi, c'est... Le vocabulaire un peu violent. Après, le remodeler, je ne sais pas, moi, le mot qui me vient, c'est déconstruire. Déconstruire, qui pourrait passer par ce que vous avez dit et ce que vous faites, de l'éducation populaire. Après, pour moi, l'éducation populaire, elle doit aussi se faire peut-être dans la rue. Dans la rue, mais, enfin, je veux dire, dans la rue, c'est d'aller rencontrer les gens. Voilà, par exemple, il y a un square à Talence, là, pas très loin. Et c'est d'aller rencontrer les gens, alors peut-être pas tous les jours, mais régulièrement. Et de discuter avec eux, de comment ils vivent leur quotidien. Alors ça demande un effort de vocabulaire, parce que là, effectivement, moi, je ne suis pas économiste, et donc c'est assez ardu. Alors je crois que c'est tout un travail pédagogique de faire des fiches, de faire des choses comme ça, des tableaux, enfin des choses assez simples. Je sais qu'il y a des groupes de porteurs de parole, ça peut être voilà, des ateliers à faire. Bon, j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, moi, c'est la démarche dans laquelle je m'inscris actuellement, c'est d'avancer dans ce sens-là. Et je crois que c'est aussi d'expliquer, parce qu'on voit bien que depuis un certain temps, on arrive à nommer le néolibéralisme, comment il se construit. D'autres vont l'appeler l'ultracapitalisme, d'autres vont l'appeler le marché total, d'autres vont l'appeler l'empire du management, l'autre vont l'appeler la gouvernance par les nombres. Enfin, pour moi, ce sont des avatars, mais ça parle d'une même chose. Et c'est aussi comment nous y participons. C'est-à-dire en posant la question, en quoi ressemblons-nous à ce que l'on dénonce? Chacun d'entre nous. Alors vous avez parlé tout à l'heure de classe moyenne. Bon, enfin, pour moi, les gens que je côtoie, qui appartiennent notamment à la classe moyenne, sont, j'ai envie de dire, sont parfois indifférents. Indifférents dans le déni de ce qui se joue, parce qu'ils ont l'envie de famille, ils sont aussi lassés. Il y a une certaine lassitude de lutter au quotidien. Parce que, voilà, on pourrait aussi dire résignation, parce que c'est, voilà, quand on est dans la vie active, c'est on construit sa famille, on construit sa maison, et on n'a pas forcément de temps pour construire une pensée critique et participer à une lutte contre le néolibéralisme. Et c'est ça qui demande aussi des efforts de tous. Quand je dis de tous, c'est des partis politiques, des syndicats, des associations, des collectifs. Des citoyens.
des citoyens. Enfin, on voit de plus en plus on va dire, une archipélisation des organisations. Et voilà, c'est travailler à une coalition. Une coalition, ça passe par le aller vers. Voilà, moi j'ai été éducateur de rue, et cette notion d'aller vers, elle est primordiale. C'est-à-dire que je ne vais pas créer une activité et j'attends les gens. Je ne suis pas prestataire de service et en face de moi, je n'ai pas des clients. Et pourtant, aujourd'hui, dans l'action sociale, on parle de clients. C'est grave. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. À Pôle emploi aussi, on parle de clients. Merci. Bon, alors. Oui, je pense que... Oui, tiens. Non, mais... Oui, si. Et maintenant, c'est très bien, mais je pense que c'est un peu pessimiste parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font aussi. Il y a les nouvelles monnaies et il y a des systèmes d'échange local, les seuls et tout. Ce n'est pas des petits groupes. Bon, je participe à un seul ici à Bordeaux. Il y a chaque année des rassemblements à niveau de la France, Belgique et la Suisse où il y a des économistes qui viennent et qui essayent de nous expliquer comment va se passer la transition, parce que on doit savoir que ce système, il y a une limite. Aujourd'hui, il y a le pétrole qui est en train de s'épuiser. Oui, les moyens ils vont s'épuiser un jour, peut-être pas aujourd'hui tout. Il y a une période de transition qui est en train de se passer, que peut-être nous on ne le voit pas, mais il y a des gens qui sont en train d'intellectualiser ça. Et je pense que ça aussi me manque un peu là, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives, peut-être un peu timides, mais qui se font. Il y a des pays, en Grèce, avec toute la crise, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a 35% des gens en dessous du seuil de pauvreté en Grèce quand même. Et en France, il y a de plus en plus de gens qui souffrent. Mais bien sûr, mais il y a des choses qui se font et que peut-être les politiques, ils ne le voient pas, parce que dans les systèmes, les systèmes d'échange local, il n'y a pas beaucoup de militants politiques dans les centres militants des partis. C'est pour ça que ça ne les dérange pas d'ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas dangereux pour je ne sais pas, il y a quelques années, il y a eu beaucoup de procès parce que, pour le travail au noir et tout ça, oui. Ils ne sont pas dangereux pour le système. Oh, mais je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Après, l'histoire, oui, je pense que c'était toi qui disais qu'à un moment, oui, peut-être va arriver, bon, je ne sais pas si on a dit ça, la révolution et tout, et bon, ça ne va pas se passer dans cette période. Mais normalement, les révolutions ne se passent pas comme ça, on ne les prévoit pas, parce que, oui, si on pourrait les prévoir, ça serait bien. Si quelqu'un me donne la recette, on prend. Mais non, ça se passe parce qu'il y a quelque chose qui explose et tout. Et je pense qu'alors, aujourd'hui, je participe à un café philosophique et on parlait un peu de l'actualité et on voyait qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Peut-être la prochaine crise, ça va être les étudiants aux États-Unis qui font des prêts et qu'un jour ils ne pourront pas les payer. Et ils ne sont pas 10 ou 20, ils sont des millions d'étudiants. Il y a des choses comme ça. Ouais. Mais ça ne change pas grand-chose au système. Tu as des étudiantes à Bordeaux qui se prostituent pour payer leurs études et manger. Oui. Ça ne change rien au système. Tant que ça reste marginal, si tu veux, c'est comme, je fais un petit parallèle, est-ce que le commerce équitable est en mesure de changer l'illégalité du commerce international? Non. C'est pas dangereux pour le système. Non, exactement. Et en fait, j'avais fait il y a quelques années une conf ici sur le commerce équitable, et le système est très content qu'on fasse un acte politique dans les rayons du supermarché en prenant un paquet de café équitable. Si c'est ça l'acte politique, le système cautionne totalement. Il préfère ça.
Le démodé. Le démodé, ah ça... Je sais pas. De toute manière, il faut y penser. C'est que quoi qu'on fasse dans la vie, on fait quelque chose dans le système. Et tu prends un logement, c'est dans le système, tu payes l'électricité, c'est dans le système, tu vas chez le médecin, c'est dans le système, tout est dans le système. Oui, mais après, il ne reste plus qu'au Robinson, là. Hein. Là oui, non mais voilà quoi. Enfin, Gary, je te passe. Bon, après, on va faire peut-être dernière intervention. Tout ce qui concerne le rente, ça dépend finalement du fonctionnement économique du pays, à la fois d'un point de vue aussi démocratique. Je connais certains pays, et donc le fonctionnement de l'économie est basé bien sûr sur un système de croissance économique qui entraîne une rente, et par les billets des marchés publics et par les billets des systèmes. Il y a politique, hein, entraîne des rentes. Si je prends l'exemple du cas de mon pays d'origine, à savoir la Turquie, la croissance des dernières années était basée sur le bâtiment. Et dans ce système, ce que vous dites que ça bouchait partout, eh bien, il y avait un système de rente avec la complicité de l'État et de même tout ce qui concerne le marché public. Par exemple, il y a une construction là autour de l'aéroport à Istanbul. Et ça aussi, c'est passé par le marché public et derrière ça, il y a eu pas mal d'entrées d'argent dans la caisse de Erdogan pour ne pas dire le nom. Donc, tout dépend des systèmes d'assurance, tout dépend du fonctionnement de l'économie du pays concerné. Est-ce qu'il y a un système démocratique qui fait qu'on empêche certaines rentes, il y a une certaine égalité au niveau de la répartition de revenus? Dans l'histogramme que tu as projeté tout à l'heure, concernant les 0,1% les plus riches dans la répartition, dans le capital qu'ils disposent. Voilà. Regarde, l'état dernière, c'est la Russie. Et c'est là qu'ils disposent, parce que, bien sûr, l'état démocratique, le fonctionnement de ce pays est connu. Ce sont les pétroliers, essentiellement, hein, parce qu'il y a pas mal de propriétaires privés hein, qui détiennent l'exploitation de pétrole dans ce pays. Et puis, bien sûr, l'inégalité c'est totale en Russie. Le fonctionnement démocratique, tout ça, il y a un clan hein, qui détient les richesses, notamment pétrolières, qui explique ces dépôts de richesses de 0,01% à l'étranger. Donc tout dépend, c'est pour conclure, du fonctionnement de l'économie concernée. Il y a une corrélation entre les deux, de constitution de rente, je dirais, le fonctionnement d'un point de vue démocratique du pays concerné. Ok. Bien, je crois que on va boucler. En attendant, c'est en Russie où le peuple vit de mieux en mieux. C'est le seul pays en Europe où le peuple vit de mieux en mieux. Un des seuls. On ne peut pas généraliser. Oui, parce qu'il avait quand même vraiment plongé. Oui. Bon, on va arrêter là. Je vous remercie d'être venu. Et bon, je vous donne rendez-vous pour les prochaines.